Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre podcast sur l'actu tech. Vous n'êtes pas dans un épisode hebdo, c'est un épisode complémentaire, comme vous avez l'habitude maintenant de les écouter. On prend le temps d'aborder des thématiques qui vont un petit peu en dehors de l'actualité chaude du moment. Donc si vous voulez le résumé de l'actu de ces derniers jours, c'est évidemment l'épisode précédent ou le futur épisode qu'il va falloir écouter. Mais là, on va ensemble parler du rôle du développeur, ou plus exactement de sa formation, de comment on arrive à devenir être développeur. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve celui que vous avez déjà entendu pour un précédent épisode autour de la sécurité, c'est Mika. Salut Mika. Salut Guillaume. Merci beaucoup de te joindre à nouveau à moi. Ça va, je t'ai pas fait trop peur du coup, je pense que je t'ai pas déprimé d'enregistrer des épisodes de podcast ce genre de nuit si tu es là. Pas du tout, avec plaisir. Cool. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, on va le revoir dans l'épisode, mais peut-être nous rappeler qui tu es et puis pourquoi est-ce que parler du fait d'être développeur et de la formation qui amène à être développeur te parle à toi? Ça me parle parce que je fais partie de ceux qui sont arrivés en informatique pas par une voie normale, on va dire, entre guillemets, bornée, mais plutôt une voie un peu intermédiaire, autodidacte, etc. Donc ça peut aider des personnes qui peuvent penser à faire une reconversion par exemple. Ouais, tout à fait, je pense que c'est hyper important d'avoir en tête le fait qu'il n'y a pas que la formation universitaire, il y a aussi d'autres possibilités, tu vas très très bien nous l'illustrer. Est-ce que tu peux peut-être juste nous confier, on garde entre nous ton âge, Mika? 39 ans. Donc ça donnera peut-être des points de repère et ça permettra aux gens qui nous écoutent de savoir comment s'y prendre. On va parler un petit peu des différentes formations. Alors on va pas lister les formations, mais plutôt les grandes catégories de formations, les différentes manières de devenir développeur. Même si je pense qu'on devient pas développeur à un moment donné, on l'est dans la philosophie et puis on se forme un petit peu tout le temps, même une fois qu'on fait du développement. On en reparlera aussi brièvement. Du fait de trouver un job, c'est le cœur du sujet aussi, je pense. Et puis on s'attachera un petit peu sur ton parcours personnel, Mika. À titre professionnel, mais à titre individuel, évidemment. On va commencer par parler des différentes formations. Oui, je rappelle, juste avant qu'on aborde l'ensemble des sujets, que c'est toi qui as largement anticipé le conducteur de cette émission et les différents éléments qu'on va aborder. Ça me fait hyper plaisir, d'ailleurs, que tu aies pu préparer ces éléments. Un petit point avant même de rentrer dans le métier de développeur et comment on y arrive, c'est que moi, de mon côté, j'ai suivi une formation, je te redirai tout à l'heure, autour de l'informatique et du développement, mais c'est pas quelque chose que j'ai utilisé dans mon travail très très vite. À partir de mon premier job, j'ai fait d'autres choses et j'ai plus fait du développement dans le cadre de mon travail, mais il y a de ça quelques temps, j'ai pris grand plaisir à me remettre à faire du développement informatique pour mon loisir personnel, pour mon plaisir. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut rappeler, c'est que cette composante du plaisir dans le développement, elle est pas à mettre de côté parce que ça peut être aussi des pistes pour vous former. On va le voir tout à l'heure sur la notion de la formation en autodidacte. On va commencer peut-être par les bases. Mika, est-ce que tu peux nous lister un petit peu les différentes voies traditionnelles, celles qui sont communément attendues pour la formation d'un développeur? Alors, donc, comme tu disais, il y a plusieurs voies pour arriver au même but. Il y a les IUT, donc en université, il y a les DUT, il y a certains BTS, comme les informatiques de gestion et d'autres spécificités du BTS. Il y a le DESS, il y a aussi également les écoles d'ingénieurs. Donc au niveau formation traditionnelle, si vous allez à un salon de l'étudiant ou autre, vous verrez qu'il y a plein d'études différentes qui peuvent mener, entre guillemets, au métier d'ingénieur développement. Si je dis pas de bêtises, DUT, c'est le diplôme universitaire qui est issu de l'IUT. Si je dis d'accord. pas de bêtises, pour moi, c'est l'université, c'est l'Institut universitaire de technologie qui délivre le DUT. Mais oui, effectivement, il y a l'IUT et le BTS. Toi, si j'ai bien compris, c'est donc pas des voies que tu as retenues, enfin c'est pas celles que tu as empruntées en tout cas. Pourquoi? C'est parce qu'à l'époque tu n'envisageais pas d'être développeur, ça faisait pas partie de tes optiques, ou parce que d'ores et déjà tu avais identifié que tu voudrais fonctionner autrement? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la réponse D. La fameuse. La fameuse. En fait, c'est tout bête, c'est durant mes études au lycée, j'étais pas sûr en fait d'obtenir le bac.
Il s'est avéré que je ne l'ai pas eu et je suis parti en BTS à la base. Mais ça j'y reviendrai peut-être à la fin. J'ai un parcours un peu particulier. Mais je n'y ai pas été parce que à cette époque-là, je voulais pas faire l'informatique. Bon, écoute, très bien. En tout cas, grosso modo, c'est des voies vers lesquelles on va se tourner quand on est assez au clair avec le fait qu'on veut suivre une formation universitaire autour du développement. Ça, c'est assez évident. Il y a aussi donc du coup les formations diplômantes qui sont du coup pas liées aux universités ou aux écoles qu'on vient de lister, mais qui sont peut-être, allez, plus pas accessible sur le fond, mais plus accessible sur la démarche à entreprendre, puisqu'il n'y a pas besoin d'être admis par une université. Non. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il y a beaucoup d'écoles privées. Alors, de mémoire, il y a Epitech, il y a, je sais pas comment ça s'appelle, Créapol, tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup d'écoles. Si vous cherchez sur Internet, vous en verrez, il y en a des masses, qui proposent une année diplômante chez eux. Donc, en fait, le fait d'aller jusqu'au bout de cette année, en fait, va vous permettre sur votre CV de dire, bah, je suis diplômé de telle école. Et plus l'école va être prestigieuse et donc avoir une certaine notoriété, et plus cette année diplômante ou ces 2 années diplômantes, en général c'est plutôt 1 an, va vous ouvrir des sésames en fait. Ouais, peut-être le point d'alerte qu'on peut donner autour des formations diplômantes. Tu me diras ce que tu en penses. Hein. Alors, bien sûr, les écoles d'ingénieurs en particulier sont pas forcément données, loin de là. Ça dépend des écoles, mais c'est toujours un budget à identifier. Dans le cadre des écoles que tu listes, on est sur des budgets de formation qui sont vachement plus importants encore, si je dis pas de bêtises, non, que les écoles d'ingénieurs. Je sais pas si tu as des points de repère comme ça, des coûts que ça engendre, mais... Si, effectivement, c'est vrai que ça peut représenter un coût en fonction de l'école et aussi, tout bêtement aussi, en fonction de où géographiquement est située l'école par rapport à votre lieu de vie. Ouais, tout à fait. Tout bêtement. Ah, tu parles de Créapol qui donne sur la rue de Rivoli, si je dis pas de bêtises, à Paris, et qui est. Alors je suis pas certain d'ailleurs que Créapol, de mémoire, fasse du développement de manière générique. Ils font Il doit faire du web design, il me semble. Il est possible qu'il y ait du web design dans la partie communication visuelle, effectivement. Je suis pas sûr que ce soit vraiment du développement traditionnel. C'est peut-être là aussi où on pourra faire un rebond tout à l'heure ensemble, Mika, mais c'est que le développement, ça couvre énormément d'aspects différents entre ce qu'on appelle le back-end, le front-end, le web design, le design tout court. D'ailleurs, l'expérience utilisateur, bref, on va reparler peut-être des différentes composantes tout à l'heure, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de variétés dans les métiers du développement. Où tu vas me dire si t'es pas d'accord et quelle est ta vision des choses. Les formations Next Gen online, alors ça, on est typiquement dans les années 2010, début 2020 du coup. C'est quelque chose qui a émergé assez récemment et qui commence à gagner en crédibilité. Tu peux nous en dire plus sur ces formations en ligne ? Oui, alors celle qui est la plus connue, c'est l'école 42, donc du fondateur de Free. Et après, pour ceux qui connaissent moins, Open Classroom et Udemy. Udemy doit être plus connu puisqu'on voit des pubs à la télé, mais Open Classroom, pour les plus anciens, ça s'appelait le site du zéro avant. Et ça donnait des tutoriaux en ligne, et petit à petit se sont un peu professionnalisés entre guillemets, et maintenant certaines formations Open Classroom sont certifiées par l'État. Ok, je savais même pas du tout en fait que ça pouvait être certifié par l'État. Donc du coup c'est de la vraie bonne formation pure et dure qui peut être reconnue sur un CV et pas simplement une connaissance qui est apportée avec le manque du tampon qui peut être nécessaire aux certains recruteurs. Ok, hyper intéressant. Du coup, il y a aussi quand même le fait que Open Classroom et Udemy c'est des plateformes sur lesquelles on peut se former. Là encore, je rebondis tout à l'heure sur ce que je disais sur le rôle du développeur qui est aussi de se former aux évolutions des langages et des technos. Typiquement, ces sites permettent aussi de se faire une formation continue. Alors, on est sur des budgets plutôt accessibles, moins dans le cas de l'école 42. Non, je sais plus d'ailleurs. L'école 42, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est payant. Je suis pas sûr. Ouais, je me demande si c'est pas gratuit. Alors, on aurait dû peut-être des frais d'inscription, peut-être, mais c'est pas... On n'est pas sur les coûts des écoles qu'on citait tout à l'heure. Non, pas du tout. En plus, c'est particulier l'école 42 parce que si vous allez dans n'importe quelle école citée avant, vous avez un cursus, vous venez du lundi au vendredi, vous avez des heures de cours, etc. L'école 42, c'est un peu particulier en fait. C'est un peu comme un labo pour ceux qui connaissent les labos d'informatique. En fait, vous êtes inscrit pour accéder à cet endroit. Sur cet endroit, vous avez à disposition du matériel pour travailler, donc en libre accès, et vous avez également la possibilité en fait de voir et d'accéder à
à des ressources humaines, donc via des professeurs en fait. C'est une approche qui est beaucoup moins descendante en fait, alors qui est peut-être risquée parce que si on se lance dans l'envie d'être développeur, si on se lance dans une formation, on peut avoir aussi besoin, je sais qu'il y en a qui sont comme ça, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être embarqués, qui ont besoin qu'on leur donne des objectifs très clairs. Alors c'est pas qu'il n'y a pas d'objectifs très clairs dans ces écoles-là, mais en tout cas c'est beaucoup plus soumis à la prise d'initiative, à l'investissement à titre personnel, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je mesure les choses, moi vu de l'extérieur. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Si on a envie, si on a du mal à être autonome et si on a besoin d'être vraiment monitoré, managé quelque part dans sa formation, c'est peut-être pas le genre d'école qui est la plus à recommander, à creuser en tout cas et à vérifier. Et oui, je te confirme, je regardais sur le site 42.fr. C'est évidemment gratuit. Il n'y a pas de diplôme requis et il n'y a pas besoin de savoir déjà coder ou d'aimer les maths. Donc vraiment, je vois pas pourquoi vous ne diriez pas vous tourner vers l'école 42 quand on voit ces arguments-là. Les reconversions, ça c'est intéressant aussi parce qu'on sort un petit peu de la formation traditionnelle de je termine mes études avec ma formation et je vais travailler, mais on est dans un changement de carrière professionnelle, Mika, avec les reconversions. Oui, il y en a beaucoup, comme moi, mais je suis pas le seul, qui sont partis sur des formations parce qu'ils avaient en tête de faire un certain métier, et au fil des années où des fois, à l'obtention du diplôme, ils se sont rendus compte que sur le marché du travail, ils trouvaient pas de boulot, et comme ils voulaient commencer à travailler, et que leur cursus pouvait leur permettre, dans certains cas, par exemple, si vous avez fait de la bio ou de la physique, avec du MATLAB et autres, c'est des logiciels en fait utilisés au sein de votre cursus, vous avez des skills qui vous permettent en fait d'accéder à l'informatique par un moyen dérivé en disant j'ai pas fait des études d'informatique, j'ai fait des études pardon de biochimie, etc., où j'ai appris quelques logiciels, quelques langages, etc., et donc je les mets sur mon CV, et potentiellement sur le marché du travail, des SS2I peuvent se dire on va te prendre en tant que junior. Donc on peut avoir des reconversions parce que dans son cursus on a touché un petit peu à de l'informatique, un petit peu au développement, donc on a un petit peu des bases, mais on peut également avoir des cursus où on est totalement pas du tout là-dedans et on va vouloir se reconvertir après parce que pareil, soit on trouve pas de boulot, soit on considère que c'est mal payé ou autre, et bref, on va vouloir revenir en informatique. Et ce qui va être probablement de plus en plus vrai, plus le temps va avancer, parce que autant on pouvait avoir, moi, quand j'étais plus jeune, cette vision et cette considération de l'informatique comme étant vraiment un métier à part qui est là au service d'autres sujets, mais dans lesquels les ponts sont pas forcément évidents. Aujourd'hui, le fait de développer, de programmer quelque part, c'est une activité qu'on peut retrouver dans plein d'autres métiers. Et du coup, oui, effectivement, j'imagine qu'en utilisant certains services et en menant certaines tâches au quotidien, on peut acquérir des compétences qui nous permettent après d'aller, si on s'appuie sur notre sensibilité au départ, aller développer d'autres compétences autour justement du développement de la programmation. C'est chouette, c'est une belle chose à garder à l'esprit. Et puis il y a l'ultime formation, l'ultime catégorie de formation qui est celle qui s'appuie tout simplement sur soi-même, mais avec les immenses ressources qu'il y a. On vit à une époque assez formidable où il y a une quantité assez incroyable de ressources disponibles pour se former. Donc c'est la formation en tant qu'autodidacte, Mika. Oui, effectivement. Donc comme je le mettais en pointillé sur mon paragraphe précédent, en fait, avec les reconversions, on peut être amené à vouloir totalement changer de boulot. Et effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de ressources gratuites. Et gratuites, c'est vraiment le terme, puisqu'on a toujours eu des ressources disponibles pour se former à l'informatique. Mais avant YouTube, etc., il fallait aller acheter à la Fnac, à l'époque, un bouquin gros de 200, 300 pages, avec écrit en noir et blanc, des mots qu'on comprenait pas forcément, aucun accompagnement, et se retrouver face à un bouquin froid et distant. Et donc pour se former, c'était pas effectivement la meilleure façon. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de possibilités pour vous former gratuitement avec notamment YouTube, ou en payant avec des formations comme Udemy. Vous pouvez également acheter des magazines, etc. Mais les magazines, il faut plutôt les acheter une fois que vous avez commencé à être dedans, puisque sinon ça vous fait dépenser de l'argent pour un média qui vous aidera pas forcément à débuter, parce que justement vous partez vraiment de zéro. Donc je vous invite vraiment à commencer par du gratuit pour vous mettre dedans, vous mettre le pied à l'étrier,
vous familiariser avec les termes, etc. Et une fois que vous commencez à avoir un peu de background, un petit peu comme on apprend à faire du vélo, vous commencez vraiment avec les petites roulettes gratuitement. Et après, dès que vous commencez à savoir un petit peu faire du vélo sans roulette, là, vous pouvez acheter des magazines, acheter des bouquins, etc. Au moins, votre investissement, il partira pas à la poubelle, quoi. Et c'est aussi un point qu'on peut d'ores et déjà affirmer, je pense, tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'ai cette vraie conviction, en tout cas dans le monde du développement, c'est que l'apprentissage, il se situe évidemment dans comprendre les langages, comprendre les différentes manières d'interfacer son langage avec différentes ressources, mais la logique même de la programmation, elle peut s'acquérir très vite et avec, allez, je dirais virtuellement n'importe quel langage. En tout cas, il y a des langages de programmation dits orientés objets. Et moi, j'ai la conviction qu'une fois qu'on en a vu un, finalement, après, c'est assez simple de s'adapter à d'autres environnements de développement, à d'autres langages. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'on n'est pas fermé. On peut commencer avec un langage, avec un environnement de développement, acquérir des compétences et, pour le coup, après, approfondir des sujets sur d'autres langages. Mais le développement, c'est avant tout une philosophie, je pense, qui peut d'ailleurs servir même si on fait pas du développement. Moi, aujourd'hui, j'en fais plus, mais je pense que la philosophie même du développement me sert encore dans mon travail au quotidien pour m'organiser. Par contre, on peut commencer par quelque chose et développer d'autres langages et compétences, d'autres spécificités par la suite. T'es en phase avec cette vision des choses, la philosophie d'un côté et Exactement. le langage le plus dur, c'est vraiment de se mettre le pied à l'étrier, comme tu dis, d'avoir cette philosophie de la programmation. Une fois que tu l'as sur un langage, que tu as appris sur Internet, que tu as appris en une journée, une semaine, un mois, tu as eu la mécanique, tu sais comment ça fonctionne un langage. Après, passer sur un autre langage, effectivement, tu as des langages plus ou moins complexes, en disant plus t'es proche du hardware, du CPU, comme du C, enfin le pire c'est l'assembleur, mais personne n'a apprend du assembleur pour le plaisir, du C++, en allant vers du web avec du JavaScript ou des langages beaucoup plus simples au niveau de la syntaxe. Effectivement, les langages sont plus compliqués à écrire parce qu'ils sont un peu plus verbeux, ils obligent à définir un peu plus de termes, mais dans la philosophie, une fois que tu sais écrire un programme dans un langage, tu auras juste à apprendre la grammaire et la manière dont ce langage, ses particularités, mais tu as déjà l'idée de savoir comment se fait un programme. Si vous connaissez pas les langages qu'on cite, il y en a plusieurs, des emblématiques. Là, Mika parlait de l'assembleur, du C, etc. Allez regarder, vous tapez simplement, si vous connaissez pas du tout, vous tapez sur Google et vous tapez exemple assembleur, exemple C++, exemple PHP, exemple Python. Et au-delà de comprendre ce qui est marqué, vous allez très très vite voir qu'il y a des langages qui ont une forme d'élégance et de lisibilité pour qui ne sait pas programmer ou au contraire sait beaucoup programmer, qui est assez différente. Vous allez comprendre pourquoi l'assembleur il est aussi proche du matériel comme le dit Mika, ne serait-ce que par son esthétique. Même si vous comprenez pas ce qu'il fait, vous allez vite le voir, je pense. On va du coup. Alors, toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es autodidacte? Quels sont tes enseignements? Est-ce que tu as des tips, des trucs et astuces, et puis des alertes à faire? Alors, comme je disais juste avant, en fait, moi à la base, j'étais pas parti du tout sur l'informatique. Donc, à la base, j'ai passé mon bac, je l'ai pas eu. Après, je suis allé en alternance en BTS action commerciale. Donc un BTS plutôt commerce, je l'ai pas eu, et après je suis allé en licence de marketing et là j'ai pas été me présenter au diplôme parce que on nous a appris en fin d'année qu'il était payant. Donc bref, toutes mes études me servaient pas au final et j'ai décidé de partir en informatique. Ouais. Tu t'es vachement cherché, mais du coup, pourquoi l'informatique? Enfin, vachement cherché. Il y en a qui se cherchent encore plus, je pense. Hein. Mais toi, de ton côté, tu as cherché quand même ta voie. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, l'informatique, ça a matché? Est-ce qu'il y avait des raisons avec le recul qui font que ça a plus matché que les autres formations que tu as eues? Alors, ce qui est marrant, c'est que à la base, donc moi, j'avais pas du tout un cursus ni mon quotidien, donc dans mes années d'études et en alternance, parce que j'ai toujours travaillé en alternance en fait. Depuis le bac, donc en 2000, j'ai toujours été en alternance. Donc, j'ai toujours été dans le monde de l'entreprise. Donc j'avais mon activité à moi par rapport à mon BTS et donc le poste que j'occupais là-bas, qui était en rapport avec mes études, donc qui était plutôt du commerce ou du marketing. Mais je côtoyais d'autres personnes, puisque tu manges, etc., avec d'autres collègues, etc. Donc je côtoyais un petit peu les postes d'informatique sur place en fait.
Parce que j'ai même travaillé dans une société de e-commerce. Je travaillais chez Clust.com pour ceux qui connaissent. Enfin, si ça existe encore maintenant. Et donc je connais un petit peu les personnes informatiques, mais ça me semblait du chinois, hein, comme beaucoup. Hein, c'était pas du tout mon truc. Et à l'époque, j'avais commencé à créer un petit journal en ligne qui s'appelait L'info est à vous, qui était fait sous Publisher, donc un logiciel Microsoft qui permettait de faire des sites web. Donc aucune notion de programmation, hein, c'est comme Word. Vous écrivez, vous dites ça c'est un lien, c'est tout bête. Hein. Et mon cousin en fait, qui lui était déjà ingénieur, m'avait dit bah ton site c'est pas mal et tout, mais ça serait bien qu'il soit dynamique. J'ai dit, mais moi je sais pas programmer moi. Donc sur un week-end, comme c'est vraiment un bon mon cousin, il avait appris le PHP sur un week-end, hein. Alors que lui à la base il faisait du C#. Donc C# c'est un autre langage d'informatique de Microsoft cette fois-ci. Il avait appris le langage et il m'avait créé mon premier site internet, donc un petit journal tout bête avec la possibilité d'ajouter des articles et de les publier. C'était vraiment tout bête. Hein. Il t'a fait un WordPress à l'époque? Voilà, c'est ça. Avant WordPress, c'est ça. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y a pas de CMS, tout ça à l'époque. Ouais. C'est assez génial parce que ça montre aussi à quel point ça peut être rapide. Alors après, peut-être que ton cousin a des prédispositions particulièrement importantes, mais en un week-end, c'est assez bluffant. Après, encore une fois, ça illustre aussi, je pense, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que une fois que tu as maîtrisé un langage, une fois que tu l'as utilisé, c'est assez facile de comprendre quelles sont les correspondances dans d'autres langages et s'approprier les philosophies des autres méthodes de programmation, quoi. On passe donc du coup à la recherche du boulot, tout simplement, Mika, avec d'un côté donc les stages et alternances qui, si j'en crois ton témoignage et ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, est quelque chose que tu recommandes et que tu plébiscites beaucoup en fait. Ouais, exactement. Parce que c'est tout bête. Hein. Vous allez commencer à faire l'informatique, vous partez de zéro. Et les stages et alternances, donc soit les stages, donc à avoir 1 ou 2 semaines dans l'année, ou 4, ou en fonction de votre cursus, soit l'alternance, ça vous permet tout bêtement d'avoir une ligne sur votre CV. C'est bête, hein. Mais il faut bien commencer par quelque chose, et un CV sans ligne d'expérience, c'est plus dur. Alors que vous avez un CV, que ça soit une ligne de 2 semaines, 4 semaines ou autre, avec un petit nom sympa, soit d'entreprise, ou soit que le nom de l'entreprise soit pas forcément connu, mais par contre que la mission en elle-même soit assez intéressante, ça peut donner un peu d'attrait à une personne derrière. Ouais. Et puis ça laisse la possibilité aussi, pourquoi pas, à des recruteurs d'aller creuser, d'aller interroger comment ça s'est passé au niveau de votre précédente expérience et de bien mesurer les choses. Et effectivement, t'as raison. Bon, c'est pas vrai que dans le monde du développement, c'est vrai dans toute carrière. C'est beaucoup plus facile une fois que t'as de l'expérience et quelques références. Mais c'est d'autant plus vrai pour le développement. Après, tu voulais aborder le rôle, peut-être l'opportunité que peuvent représenter les SS2I, les fameuses SS2I. Et parfois d'ailleurs c'est marrant parce que dans plein d'entreprises on parle des SS2I comme étant c'est les prestataires quoi. Et c'est intéressant de s'attarder un petit peu sur le rôle de ces boîtes. De quoi il s'agit exactement, Mika? Donc les SS2I, pour ceux qui connaissent pas du tout le terme, imaginez que c'est une boîte d'intérim dans laquelle vous êtes salarié. C'est-à-dire que quand si vous avez travaillé comme beaucoup, dont moi pour l'été, quand on n'avait pas d'argent, l'été on essayait d'aller travailler à l'usine, etc. Et qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir Manpower ou autre, et on disait si vous pouvez me trouver une mission à l'usine, j'y vais. Et donc ça c'est une boîte d'intérim, c'est-à-dire que vous passez par un intermédiaire qui est cette boîte d'intérim, qui elle a des relations avec des entreprises, qui a des besoins, et elle va vous créer un contrat à partir du moment où vous allez physiquement travailler dans une entreprise. Donc avant de vous trouver une mission et après que votre mission soit terminée, vous n'êtes pas rémunéré. D'accord ? Là, une SS2I, c'est pas ça. Vous êtes salarié de cette société et elle, son métier, c'est de vous trouver des missions pour vous rentabiliser parce qu'elle vous paye toute l'année, que vous travaillez ou pas chez un client, et donc elle doit à chaque fois vous poster en fait chez un client. Et pourquoi effectivement on en parle en mal en général, parce que c'est de notoriété publique. C'est vrai que c'est une mauvaise image. Ouais. Oui, on est de la chair à canon comme on dit. C'est-à-dire que eux, leur boulot à chaque fois, c'est de prendre des salaires, des personnes avec un salaire donné, de rajouter de la marge dessus pour ce qu'il faut bien qu'ils vivent et vous mettre chez le client. Effectivement, c'est rare de se dire qu'on va faire sa carrière dans une SS2I. C'est plutôt un tremplin, une SS2I.
Après, je dis ça, c'est rare. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent bosser en SS2I. Hein. C'est un choix. Ça dépend aussi des environnements. Et il y a un rôle qui est assez crucial là-dedans, je pense. C'est aussi le rôle des personnes qui sont chargées de vendre les prestations aux entreprises, donc les commerciaux. Hein. Ouais. C'est que là, je pense que pour le coup, un mauvais, un commercial qui va mal faire son travail, ça va avoir des impacts humains vraiment très directs sur le rôle de l'ingénieur qui va être amené à travailler dans l'entreprise, parce que proposer le mauvais profil, les mauvaises compétences à une mauvaise mission, je pense que c'est vraiment catastrophique, quoi. Donc il y a aussi cette importance. Une bonne SS2I se mesure probablement à la qualité, alors certes des ingénieurs qui sont dépêchés dans les entreprises, mais aussi et surtout à la qualité et à la connaissance des commerciaux pour l'activité en tant que telle. Alors, évidemment, ils peuvent pas faire le métier à la place des ingénieurs, mais ça présuppose quand même le fait qu'ils aient une bonne connaissance de ce qui s'y passe pour placer les personnes de manière pertinente. Oui, c'est vrai. Tu as eu une expérience, toi, du coup, en SS2I pour bien comprendre? Oui, j'avais fait combien de SS2I? J'ai fait trois SS2I, moi. Mais effectivement, ce que je dis pour le SS2I, c'est sur une majorité, mais il y a quand même certaines SS2I comme Octo qui ont une philosophie de travail et qui vont pas essayer de faire ça, donc de faire ce qu'on appelle vulgairement la chair à canon, donc de prendre des profils type junior, de marger dessus et de les mettre en prestation à droite à gauche pour essayer de pas avoir de temps de creux, parce que ça coûte de l'argent au SS2I, les temps de creux, les temps où vous n'êtes pas en mission, on appelle ça un intercontrat. Mais il y a certaines SS2I qui ont une autre philosophie et qui vont plutôt prendre certains profils un peu plus expérimentés, donc un peu mieux payés, qui vont essayer de leur rajouter des formations pour les faire gagner en qualité et pour essayer de vendre plutôt un service premium. Mais ça, c'est pas la majorité des SS2I. Il y en a, mais c'est pas la majorité des SS2I. Et une autre question à laquelle tu vas probablement répondre, ça dépend, ça dépasse. Est-ce qu'il y a des SS2I qui sont plus enclins à recruter des profils qui seraient, par exemple, issus d'une formation de type autodidacte, ou est-ce que, quoi qu'il arrive, ce type de formation, quand on se forme seul, c'est plus compliqué de rentrer dans ce type d'entreprise, et ils ont tendance à plutôt prendre des jeunes qui sortent de l'école avec le diplôme en bonne et due forme? Alors c'est ça qui est marrant, c'est que alors je dis c'est marrant parce que dans ma vie professionnelle entre guillemets, j'ai eu à être sur le marché de l'emploi en tant que commercial, marketing, etc. et en tant qu'informatique. Et l'informatique, c'est le seul, des deux que j'ai connus en tout cas, ou même quand j'ai bossé à l'usine, c'est le seul marché du travail où on ne cherche pas, on dit juste je cherche. C'est-à-dire qu'on va sur LinkedIn, on va sur Monster, on dit voilà, ça c'est mon CV, j'ai ça comme skill, donc comme langage de programmation, environnement système, etc. que je connais, et votre téléphone il sonne dans la journée, quoi. Mais peu importe votre niveau. Ah, c'est très impressionnant. Alors après, il peut y avoir aussi la crainte pour beaucoup du syndrome de l'imposteur, qui est valable dans plein d'activités, et d'ailleurs pas que professionnelles. Mais j'imagine qu'il y a aussi cette crainte-là. Est-ce que tu l'as expérimenté toi, ou est-ce que tu as des témoignages autour de toi de personnes qui sont autodidactes, qui se sont formées, qui ont objectivement des bonnes compétences, mais qui rechignent quand même à afficher le fait que ils recherchent du boulot, parce qu'ils ont peur que quand ils se retrouvent au bureau face à l'écran de l'entreprise, et où ça y est, ils doivent livrer quelque chose, ils auraient des difficultés et ils penseraient qu'ils en seraient pas capables. Est-ce que, je sais pas, t'es sujet toi à ça, ou est-ce que tu as croisé des personnes dans cette situation? Si, j'ai été sujet à ça puisque ma première année. Alors pour information, moi j'ai pas commencé en tant qu'autodidacte dans le monde professionnel en CDI. J'ai commencé en tant qu'autodidacte. Mais avec un cursus alternance pour ma première formation. Donc j'avais quand même à côté une école. Donc dans l'idée, la personne qui m'avait prise savait que j'avais l'école à côté. Donc j'étais pas prêt à travailler au lundi, quoi. Du coup, si on peut se cocher rapidement les avantages, éventuellement les inconvénients du travail dans une SS2I, Mika. Alors c'est tout bête. Donc le gros avantage d'une SS2I, c'est ce que je disais au début, comme les stages, ça vous permet d'avoir une première expérience. Parce que rapidement, ils vont vous trouver des missions pour vous mettre à travailler.
Pour vous rentabiliser, comme tu le disais tout à l'heure. Ce terme fait toujours mal au cœur, mais on peut comprendre aussi leur logique, quoi. Il y a les charges salariales, il faut les rentabiliser. Ouais, voilà. La deuxième, c'est tout bête, c'est qu'en fonction de la SS2I où vous allez travailler, eux, ils ont déjà une palette de clients chez lesquels ils travaillent. Donc, ça va vous permettre de rentrer potentiellement dans des noms d'entreprises que si vous aviez essayé, vous, d'envoyer un CV en candidature libre, vous auriez jamais réussi à avoir le premier entretien. Ouais, parce qu'ils gèrent pas du tout de process de recrutement pour des développeurs salariés tels quels du début. Ils ont besoin d'avoir une première phase de prestation auprès de la SS2I en l'occurrence. Exactement. Si vous voulez travailler à la Société Générale ou BNP Paribas ou à la bourse, etc. Si vous allez demain avec votre CV, vous venez avec votre costard, etc. Sonner à leur porte, ils vous recevront même pas parce que ils sont pas que ça à faire en fait. C'est tout bête. Et puis ils sont pas de recruteurs qui sont capables de comprendre si d'entrée de jeu ils peuvent juger si votre profil convient ou pas en fait. Exactement. C'est un coût de recruter des gens. Ça a pas l'air, mais côté entreprise, ça a un coût très élevé de faire un recrutement d'un poste interne. C'est pour ça que beaucoup, en informatique, ils font quasiment tout ça. Ils passent beaucoup par des sociétés de services. Et si ça se passe bien, ils voient avec la société de services pour le débaucher. Mais ça coûte beaucoup moins cher de passer par une SS2I qui va avoir une fiche de poste en disant moi je veux une personne qui fait technologie, qui a tant d'années d'expérience, etc. Et la SS2I va juste chercher dans son panel de personnes qui sont en intercontrat ou qui ont une mission qui va bientôt arriver à échéance. Ou si c'est du junior, etc., ils vont chercher justement. C'est pour ça que je vous disais qu'en informatique, il n'y a pas besoin de chercher, il suffit de mettre son CV au bon endroit. Ils vont chercher tout simplement en ligne, voir s'il n'y a pas des profils, s'ils les ont pas dans leur panel disponibles sur Internet. Et ils vont vous faire, moi ça m'est déjà arrivé, d'avoir un entretien avec une SS2I que je ne connais pas. D'accord ? C'était vraiment un entretien, donc j'ai eu juste mon CV sur Monster. Donc la SS2I, je la connaissais pas. Donc le commercial, je le connaissais pas. Il m'emmenait en réunion, en entretien dans une société cliente, d'accord ? Et si ça matchait, on signait dans la foulée les deux contrats. Moi, je signais qu'un contrat, c'est avec la SS2I. Oui, bien sûr. Et donc, elle faisait le pont. Et si ça fonctionnait pas, on avait perdu 1 heure, quoi. C'était pas très grave. C'est hyper intéressant, c'est un mode de recrutement qui est quelque part un peu bouleversé. Je sais pas s'il y a, je dis ça vraiment à chaud et je suis persuadé qu'il y a peut-être plein de contre-exemples, mais je sais pas s'il y a d'autres domaines que le monde du développement informatique où il y a de tels bouleversements possibles autour du monde du recrutement et de l'emploi. Bon, j'imagine qu'il y en a plein et qui me viennent pas forcément en tête, mais il y a la variété aussi de l'activité et des différentes missions qui est assez intéressante quand on travaille dans une SS2I. Oui, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais en SS2I, on peut avoir 3 profils qui sont en SS2I depuis 20 ans, on va dire, et les 3 ont pas du tout le même parcours. Il y a des personnes en SS2I, on va les poster à la SOG, donc la Société Générale, BNP, etc., pendant des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans sur des gros projets ou de la maintenance, etc. Donc c'est vraiment des missions long terme. Il y en a plutôt qui vont enchaîner des petites missions. Des missions, en général, c'est 3 mois. Un bail, en général, c'est 3 mois. En général, à moins que ça soit vraiment une mission ponctuelle, mais sinon, c'est autour de 3 mois. Donc, on peut avoir des personnes, des profils qui ont enchaîné sur une année au moins 5, 6, 7, 8 clients différents. Et pareil, au niveau techno, on peut avoir un profil qui est plutôt, donc, que tu disais tout à l'heure, back-end. Donc, plutôt des langages côté serveur, mais qui, sur son CV, a également, des connaissances sur du front-end, donc là plutôt côté navigateur, donc plutôt sur du JavaScript, du React, etc. Et sur son CV, il peut très bien avoir ces 2 compétences totalement différentes et faire une année complète que en back-end, ou inversement, il peut enchaîner back-end, front-end, voire faire des langages qu'il connaît pas parce que on considère que c'est pas très loin de ce qu'il fait, il va pouvoir apprendre. Donc bref, en SS2I, on peut avoir des parcours de travail, de carrière professionnelle totalement différentes en fonction un peu de la chance aussi au final. Et puis il peut y avoir des conclusions heureuses en plus quand on est dans ce type d'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise cliente au final d'ailleurs, tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure, mais peut très bien dire voilà, moi ce profil il m'intéresse, mais je veux pas l'avoir en mission, je veux potentiellement faire des économies, ça me coûterait moins cher de l'embaucher directement que de payer la prestation auprès de la SS2I, et puis ça me garantit le fait que cette personne-là, je l'ai chez moi pour aussi longtemps que ce sera possible de l'avoir, jusqu'à ce qu'ils refusent évidemment. Donc ça, c'est des opportunités qu'il faut pas négliger en fait, j'imagine, Mika. Exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 types de cas en fait. Il y a le cas, moi ça m'est arrivé quand j'ai travaillé chez M6 Boutique,
où quand je suis venu le premier jour, on m'a dit clairement que j'allais travailler en SS2I pour ce client, mais qu'on avait prévu que au bout de, je crois que c'était 6 ou 8 mois, je sais plus, au bout de 6 ou 8 mois, si j'avais fait l'affaire, il me débaucherait. Donc c'est hyper court en fait ça. Oui, moi j'aurais imaginé que c'était sur des durées de 3 ans, tu vois. Ah ouais, 6 oui. mois, ok. Oui, justement, c'est ce que je disais. Il y a deux cas. On peut avoir des cas où dès le départ, en fait, c'est prévu. On appelle ça une pré-embauche, où on va avoir N mois de mission. C'est prévu. Donc c'est prévu avec la CS2I et c'est prévu avec le client. Mais que au bout de ces N mois, soit ça se passe bien et effectivement on quitte la SS2I pour aller chez client. C'est prévu. Donc ils ont des accords financiers entre eux. Ça, faut pas s'inquiéter. Ou soit, et c'est ça qui est bien aussi pour le salarié, c'est que si ça se passe mal, on a quand même 8 mois dans les pattes avec cette SS2I. Certes, ça s'est pas bien passé avec ce client-là, mais la SS2I, elle va pas vous virer au bout des 8 mois. Elle va vous remettre sur une autre mission. Donc c'est pas grave. C'est du tout bénéf. Ouais. Et il y a le deuxième cas où vous êtes en prestation chez un client et peut-être qu'il vous a recruté parce que sur le profil vous correspondiez à une mission sur un projet A, d'accord? Il vous a mis sur ce projet-là. Comme vous travaillez avec d'autres personnes, peut-être des internes, peut-être d'autres personnes en prestation, il peut avoir un bon rendu de votre travail et se dire attendez, moi je l'ai juste pris là pour 3 mois parce que j'ai besoin de lui pour un projet. Et dire mais en fait il est pas mal et tout, je vais le garder et voir dans ces cas-là avec la SS2I pour dire est-ce que je peux vous le prendre. Et dans ce cas-là, c'est ce que je marquais. Faut faire attention parce que quand on fait une mission, c'est pour ça que je disais qu'il y a les deux cas où c'est prévu et c'est pas prévu, c'est qu'il y a une clause en fait qui mettent dans le contrat, est-ce qu'il est débauchable en fait. Et si cette clause n'est pas cochée, pour une SS2I, pour se prémunir et éviter qu'on lui pique ses collaborateurs, en fait là ça peut donner lieu à des petits soucis derrière de débauchage quoi. Est-ce que c'est souvent appliqué? Moi, vu de l'extérieur comme ça, j'ai plutôt tendance à penser plutôt que la SS2I va pas trop contraindre les contrats en ce sens parce que en fait, elle est toujours perdante. C'est-à-dire que si vraiment il y a une volonté d'être recruté chez un client et que tout le monde est d'accord, sauf la SS2I, parce que ça lui piquerait encore un énième talent, j'imagine que la personne peut très bien rompre son contrat ou démissionner de la SS2I pour être embauché chez le client. Mais est-ce que cette clause protège d'ailleurs cette démarche-là et elle l'interdit ou elle va jusqu'où cette clause? Alors, il y a la théorie et la pratique. Effectivement, dans la théorie, après ça dépend du profil. Parce que tu prends un petit profil que tu as chopé sur Monster, tu l'as mis en mission sur 3 mois et le client que tu connais, que tu as déjà donc un background et peut-être d'autres salariés là-bas, il te dit je peux le prendre. En général, tu te mets d'accord à l'oral, tu dis ok, je te le garde 2-3 mois en plus en mission et ça sera notre prix de débauche en fait. Donc ça dépend du profil, ça dépend ce qu'ils avaient prévu pour ce profil en fait. Si c'est un profil qu'ils ont pris juste pour répondre à une mission, et ils n'ont pas d'antériorité derrière, ils avaient rien prévu pour particulier, effectivement ils vont le lâcher facilement, ils vont juste se mettre d'accord sur un délai de mission supplémentaire histoire de payer entre guillemets cette débauche. Et voilà. Mais après ça peut mal se passer. Moi ça s'est pas bien passé sur ma boîte et effectivement ma boîte ne voulait pas me laisser partir parce qu'elle avait prévu. En fait, elle m'avait mis en mission le temps que le projet qu'ils avaient prévu pour moi soit finalisé. Et donc, c'était temporaire, en fait, que je fasse du service. En fait, c'était en attendant que l'autre côté, ça soit fini pour derrière, parce qu'il m'a recruté sur profil. En fait, quand vous faites du recrutement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut faire soit du recrutement sur mission, soit du recrutement sur profil. Recrutement sur mission, on va sur Monster et on chope le profil que un des clients cherche. Et donc, ce que je disais, on fait le pont. Donc on fait la premier entretien avec le client alors qu'il n'y a même pas de contrat de signé. Et si ça match, on fait le pont. Donc on va créer une prestation de service pour ce client-là. Et on va aller au terme de cette mission-là. Et a priori, soit il débauche, ou soit on va se débrouiller. Après, on va essayer de le remettre quelque part. Et il y a le recrutement sur profil. C'est un des trucs qui m'est arrivé. Où là, c'est l'inverse. Il voit votre service sur Monster. Il a rien pour vous. Mais vraiment rien pour vous. Il y a rien qui match en face. Donc il n'y a pas d'entretien derrière chez un client ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien. C'est juste qu'il dit ça m'intéresse comme profil et il vous signe le contrat alors que vous avez rien, même pas d'entretien, même pas de mission, un truc. Et après il vous paye dès le départ en intercontrat. C'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai fait les travaux de ma salle de bain pendant j'étais en intercontrat et j'étais payé à rien faire parce que j'avais pas encore de mission. Il m'avait juste recruté en avance parce que il me voulait en fait. Ouais.
Et donc là, effectivement, quand je suis parti, et vexant quelque part. Oui, c'est très bien, c'est très valorisateur avec ça, mais effectivement, quand j'ai voulu partir, ça a posé problème, quoi. Peut-être une ultime catégorie d'activités, parce que là on a parlé le fait de trouver un boulot en stage, en alternance, en SS2I, bon, c'est les grandes composantes que tu identifiais et sur lesquelles tu pouvais témoigner. Moi je voulais un peu t'entendre aussi sur est-ce qu'il est pertinent, opportun de se lancer en tant qu'indépendant. Est-ce que demain, si j'aime le développement, je me suis formé sur un truc, j'ai une idée de service, alors ça se rapproche peut-être plus d'une notion d'entrepreneur que de développeur, mais est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle en tant qu'indépendant et en tant que développeur? Ouais, c'est une bonne question. On s'est tous posé la question dans les cousins ou même mes collègues ou mes potes qui sont dans le développement. La question se pose à freelance parce que concrètement, parce que j'ai des amis freelance, pas en développement mais dans d'autres branches. Et graphisme notamment, j'imagine, peut-être des choses. Graphisme aussi et moi. Mais le truc qu'il y a, c'est que au niveau finance, c'est clair que si vous êtes indépendant, vous y gagnez. Ça, là-dessus, on est clair. Faut savoir un truc tout bête. En tant que junior, donc vous sortez, vous avez à peine 1 an d'expé, donc vous avez rien. Vous êtes, on appuie sur le nez, il y a du lait qui sort. On vous facture à peu près 400, 500 euros à Paris la journée. Donc vous faites le calcul, on travaille 20 jours par mois. Bon, c'est le chiffre d'affaires. On est d'accord que dessus il y a des charges, vous comptez à peu près 40% en moins en étant indépendant. Ça vous fait ça vous fait une enveloppe sympa en étant débutant. Imaginez que les développeurs avec plus expérimentés, on est plutôt autour des 700, 800 par jour. Donc vous calculez rapidement que ça fait beaucoup d'argent quand même. Sauf que quand tu es indépendant, tu as aussi j'imagine beaucoup de travail à mener pour justement peut-être vendre ton profil, arriver à convaincre une entreprise de plutôt faire appel à un indépendant en freelance plutôt qu'une SS2I qui offre peut-être des garanties supplémentaires. Je peux comprendre auprès d'une entreprise que ce soit pas aussi évident de faire confiance. Il y a aussi les relations humaines et les connaissances peut-être des gens entre eux qui peuvent jouer sans doute. Oui, c'est un truc tout bête. Vous dites effectivement c'est mieux payé. Ça on est clair là-dessus. Par contre, vous êtes votre seul patron. Un truc tout bête, vous êtes malade, votre femme est enceinte ou vous partez en vacances. Ça faut l'anticiper parce que quand vous travaillez pas, vous êtes pas payé. Donc ça là-dessus on est clair. Et deuxième chose, comme tu disais tout à l'heure, la notion de commercial, c'est ok. Là vous allez avoir 6 mois de mission, le projet est fini. Ok. Et au bout de combien de temps vous allez retrouver une mission? Vous gagnez pas d'argent quand vous travaillez pas. Donc effectivement, c'est freelance, ça peut être bien. Je serais plus pour, je sais pas si vous connaissez, ma femme est infirmière pour information, et j'ai une de ses anciennes collègues d'hôpital à la base, donc hôpital de fonction publique, qui est partie et s'est posé la même question. Elle est partie en libéral, sauf que elle est pas partie en libéral toute seule, elle est partie en libéral dans un cabinet libéral. Et ça, à rigueur, ça peut avoir du sens en informatique d'aller dans alors je sais pas s'il y a l'équivalent de cabinet libéral en freelance, mais d'aller dans une structure où vous allez bénéficier d'une expérience d'autres freelance qui ont l'habitude, un truc tout bête, qui savent faire la compta, soit eux-mêmes ou soit qui vont vous conseiller un cabinet comptable pas trop cher et qui fait bien le boulot, qui peuvent également peut-être vous aider, parce que là je parle d'une infirmière, donc infirmière effectivement, si elle est malade ou si elle est en congé mater ou quoi ou qu'est-ce, ils peuvent ou en vacances tout bêtement, elle peut demander à une de ses collègues de faire des heures sup et d'aller lui faire ses clients, là c'était les patients, c'est une patientèle pour les infirmières, mais vous comprenez l'idée. On peut avoir de la solidarité en fait dans un groupe. Si vous êtes tout seul, demain vous voyez que vous avez un gros souci de charge, vous allez pas réussir à finir le projet dans les temps, alors que vous êtes donné, etc. Vous avez peut-être eu des problèmes ou quoi ou qu'est-ce, de pouvoir appeler un pote ou un collègue et dire tu pourrais pas m'envoyer une ressource tel profil et tout, j'aurais besoin quelqu'un d'un coup de boost pour lundi. Ça peut manquer quoi. En SS2I, on a un souci sur un projet, on a besoin d'une compétence d'un expert ou quoi ou qu'est-ce. Il demande dans les profils ou il demande exceptionnellement, ça arrive chez un client de dire j'ai besoin de ce profil-là pour 2 jours sur un projet d'un autre, on va s'arranger après financièrement. C'est possible. C'est la grosse force.
En tout cas, c'est intéressant. Oui, j'imagine qu'il y a plein de cas, de typologies d'organisation qu'on n'a pas forcément en tête. Alors, si vous les avez, surtout déposez des commentaires sur techcafé.fr et Mika et moi serons ravis d'en prendre connaissance et de pouvoir interagir avec vous. On va terminer cet épisode, Mika, en rebasculant un petit peu sur ton expérience personnelle et puis notamment les différents profils que tu as pu croiser, rencontrer, peut-être pour nous faire des petits clins d'œil et des petits points d'éclairage sur les différentes situations pour montrer que le fait d'être développeur, c'est pas un parcours tout tracé, mais qu'il y a une multitude de possibilités pour y parvenir. Allez, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents profils que t'as rencontrés ou que tu fréquentes aujourd'hui autour du développement? Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la famille, on est 4 et dans l'informatique. D'accord? Ouais. On n'a pas du tout le même profil chacun. C'est ça qui est extraordinaire. Ça montre à quel point la diversité des parcours elle se mesure, quoi. C'est pas que de la légende. Ah, pas du tout. Donc sur les 4 personnes qu'on est, on a une personne qui a fait donc il y a peut-être une question d'âge aussi. Je sais pas par exemple si le DESS ça existe toujours. Ah, ok. Parce qu'on n'a pas les mêmes âges. Donc j'ai un de mes cousins, donc celui qui m'a appris à faire du PHP et à faire mon petit journal, qui a fait un DESS. J'ai son frère, donc il y a un autre de mes cousins, qui lui a fait une école d'ingénieur, donc prépa, école d'ingénieur, etc. J'ai un autre cousin qui lui a fait un DUT, je sais plus quoi le nom du DUT. Après j'ai mon chef direct qui lui à la base a fait une maîtrise de biologie. Donc rien à voir. Et j'ai des collègues qui ont fait donc l'université, qui ont des diplômes universitaires ou des BTS informatiques, quoi. Et je te confirme, DESS c'est a priori un ancien diplôme qui est plus usité, enfin qui est plus délivré en tout cas. Mais oui, ça montre bien à quel point vous avez une diversité dans la famille. Et est-ce que d'ailleurs il y a eu un effet d'entraînement? Est-ce qu'il y a eu une personne dans la famille qui s'est vraiment plongée dans le métier de développeur et ça a un peu entraîné les autres, quel que soit leur parcours, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est manifesté comme ça, sans coordination particulière? Pour mon cas, c'est comme je disais, c'est le fait que mon cousin m'ait fait mon site. Donc si je l'avais pas connu, j'aurais jamais pensé que c'était possible de le faire. Pour mes autres cousins, donc celui qui est parti en école d'ingé, alors lui il est parti en école d'ingé, donc quand tu pars en école d'ingé, c'est que t'as un truc en tête. En connaissance de cause, ouais. Voilà. Et mon autre cousin qui avait fait un diplôme universitaire, je sais plus c'est quoi le nom. Lui, il fait de la BI, donc de la business intelligence. Donc on est tous développeurs, mais pas au même strat ou pas au même niveau, enfin au niveau en hauteur. Il y en a qui sont plus proches de la machine, il y en a qui sont moins proches, et il y en a qui font même plus du développement pur, donc la business intelligence. On fait plutôt je me souviens plus comment ça s'appelle, des ETS de mémoire. C'est des éléments pour transformer de la donnée en fait. Et après on les met dans un cube en fait, et on va pouvoir faire des schémas, des visualisations de la donnée en fait. Ouais, c'est génial de voir tous ces parcours. C'est chouette. Alors, du coup, toi, oui, peut-être qu'on peut, je sais pas, rentrer un tout petit peu dans le détail de ton CV, de ton profil LinkedIn, alors sans aller trop dans les détails. Mais donc, tu disais que ton cousin t'a expliqué qu'il t'a refait ton site en PHP. Par contre, il a pas été figé. T'es réintervenu dessus, c'est ça, sur ce site, par la suite? C'est exactement ça. Lui, à la base, il m'a pondu le premier site, alors que j'y connaissais rien. Après, j'ai passé le week-end avec lui, donc c'est pas il a fait le site chez lui et il m'a dit tiens, je te l'ai livré. Voilà, j'étais là en permanence avec lui parce que ça m'intéresse. C'est curieux quoi, on part de zéro, on part d'une page blanche et à la fin il y a un site web quoi. C'est formidable. C'est magique, hein. Même quand on n'y connaît rien, c'est marrant de voir ce qu'il fait. Et donc effectivement, il m'a remis les clés, il me l'a livré sur un serveur, etc. Et après, le truc qu'il y a, c'est que moi, en fait, dans mon journal, en fait, j'avais des personnes qui écrivaient. Donc elles avaient besoin de fonctionnalités en plus, donc j'ai dû me mettre les mains dedans, casser le site et rajouter des trucs qui fonctionnent quoi. C'est génial, c'est la formation je pense la plus efficace qui existe, c'est quand tu as un projet à mener et que tu le fais vivre, c'est comme ça que tu te formes probablement le plus. Du coup après tu as cherché une formation, c'est ça? C'est exactement ça. Donc il s'est passé plusieurs mois où j'ai appris donc le PHP comme ça, donc j'ai dû chercher sur internet comment ça fonctionnait, à quoi correspondait chaque code, chaque morceau de mots qu'il avait écrit. De ton code, ouais. Exactement. Et donc après, j'ai fini mes études qui étaient prévues, donc une licence de marketing européen que j'ai pas passé d'ailleurs. Et je me suis dit en fait, au final, j'ai pas envie de faire ça, d'accord. J'ai moi appris du PHP, donc sur mon CV je pourrais mettre PHP en autodidacte. Mais je me disais bon, je vais aller au centre de l'étudiant et je vais voir si y a pas d'autre chose pour moi quoi.
Et j'étais au sein de l'étudiant, sachant que j'avais pas le bac, j'avais pas mon BTS, j'avais aucun de mes diplômes. Hein. J'ai validé aucun diplôme. Et au sein de l'étudiant, j'ai découvert une école qui proposait une formation diplômante, justement, une école pas connue pour formation. Je sais pas si elle existe encore. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'il leur fallait comme niveau d'études. Ils disent non mais niveau bac, c'est bon, ça suffit. J'ai bien dit niveau bac parce que j'ai pas le bac. Hein. Et ils m'ont dit que c'était bon. Et donc au final, je suis parti en alternance chez eux en fait. J'ai fait une année d'alternance. Donc pour faire l'alternance, je me retrouvais donc j'avais mes 2 CV et à chaque entretien que je faisais Monster etc. J'y allais en ayant 2 CV en disant écoutez moi je suis autodidacte. Vous pouvez me prendre soit demain en autodidacte, donc en CDD ou en CDI, ou soit j'ai une école que j'ai eue au sein de l'étudiant qui propose une année de formation diplômante en alternance, etc. Et donc il y a une première boîte qui m'a dit oui, banco, mais en alternance. J'ai dit ok, bon, je proposais les deux. Hein. C'est génial parce que ça montre aussi une forme de motivation, je trouve, et de quelque part de cohérence, d'authenticité, de pouvoir présenter comme ça ce double CV en disant, c'est un peu l'expérience utilisateur ultime pour le recruteur, c'est que non seulement vous avez mon profil qui peut vous intéresser, mais en plus vous avez le choix de la manière pour me recruter. J'aime beaucoup cette approche, c'est très chouette. C'est très chouette. Ok, alors du coup, ça s'est passé comment cette année d'alternance? Est-ce que justement tu t'es retrouvé face à l'écran avec le syndrome de l'imposteur à devoir essayer de faire au mieux? Comment tu t'es organisé? C'est ça qui est marrant, c'est que donc moi j'avais déjà un background PHP, donc je partais pas de zéro, alors que cette formation était vraiment faite pour. Ça s'appelait Webmaster chef de projet, donc c'était vraiment tu pars de zéro et à la fin tu sais faire un site web. Donc j'avais quand même des bases. Ce que j'ai beaucoup appris moi à l'école, c'est pas tant les cours. Alors, j'ai eu des cours intéressants, hein, mais c'est pas tant les cours, c'est plus la synergie des autres étudiants. J'ai découvert des mecs là-bas et des nanas. J'étais étonné. D'ailleurs, on avait 2 nanas dans la classe qui venaient du web design. Oui, c'est pas pour être macho, mais le monde de développement c'est très masculin. Il y a des nanas, hein, mais c'est très très rare. Hein. Mais vraiment, c'est très rare. Par contre, quand vous voyez des nanas en informatique, elles touchent. Hein. Si vous voyez une nana en informatique, commencez pas à lui faire des blagues. En général, elle va vous défoncer en informatique. Hein. Celles qui sont là-dedans, elles touchent. Hein. Il y a pas à chier. Hein. C'est vraiment. Il y en a pas beaucoup, mais c'est des bons profils. Hein. Ce serait marrant d'ailleurs de mesurer un peu l'inertie de notre société qui fait qu'il y a très peu il y a moins, en proportion moins de femmes que d'hommes qui sont intéressés par le développement. Ou en tout cas, la notion d'intérêt est probablement pas adaptée à la phrase, mais plutôt s'investissent dans leurs études pour faire du développement ou dans leur formation pour faire du développement, alors qu'effectivement je pense qu'il y a aucune limite y a rien. dans le genre, mais c'est vraiment un phénomène d'une inertie de société qui est bloqué là-dessus et je pense qu'une fois de plus c'est révélateur des disparités qu'il peut y avoir. Bref, donc sur ta première année d'alternance, et puis du coup t'as eu ton diplôme, il était grand temps que tu te trouves l'étape d'après. Comment ça s'est passé? Alors là c'est plus simple effectivement, comme je le disais au début, on a une ligne sur son CV avec 1 an d'expérience, avec des missions assez complètes pour dire on a bossé dans ci, dans ça, etc. Donc on a un CV qui ressemble à quelque chose pour un débutant. Donc là pareil, Monster, hein, tout bêtement. Et j'ai eu la chance d'être contacté par une start-up, ce qui est assez rare. En général, on est plutôt contacté par des SS2I quand on est débutant, ce que je disais tout à l'heure, pour les contrats pour mission. Et j'étais contacté par une start-up où j'ai commencé à bosser. Là, par contre, j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que ils m'ont pris en tant que seul développeur. C'est une start-up qui vous prend et c'est vous, le technique. Ouais. C'était pas facile tous les jours. Bah oui, le poids de la responsabilité devait être énorme sur tes épaules, effectivement. Effectivement, parce que là je partais à fallait que j'installe le serveur, j'installe le service Apache, etc. Enfin donc c'était pas mes compétences à la base. Donc là j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Oui, on s'y tient parce que c'est simple, quand vous êtes dos au mur, il y a deux choix. Soit vous fuyez votre dem ou vous faites virer, hein, ou soit vous dites de toute façon j'ai internet, tout ce qu'on me demande de faire mécaniquement ça doit être référencé quelque part quoi. Exactement, installer un serveur Apache, donc il faut trouver. Faut vous dire que tous les soirs, par contre, c'est vrai que je bossais beaucoup ma première année parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, donc il manquait beaucoup de choses qu'on me demandait de faire, et donc le soir, dès que j'avais fini ma journée elle était pas finie en fait. Après, c'était de la recherche internet, j'apprenais des trucs que je savais pas faire, j'essayais de les faire sur mon PC, et comme ça, j'étais prêt à le faire sur le serveur du boulot en fait.
C'est malin. Il faut être prêt à faire ça. Tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire, mais je pense que ça fait partie des contraintes d'une auto-formation et effectivement même d'une formation continue quelque part. Ok, donc alors je le vois dans les notes de l'émission, la startup a suivi l'avenir qui est réservé malheureusement à beaucoup de startups, c'est qu'elle a pas duré suffisamment longtemps. Du coup, c'est là où tu t'es tourné vers une SS2I, c'est ça? C'est ça. Et là, j'ai eu mon premier contrat à mission, donc pareil, hein, juste réactivé. Hein, on prend l'habitude quand on est en informatique. On retournait sur, je sais pas si Monster ça existe encore d'ailleurs. Je vais regarder, tiens, parce que c'est vrai que tu le cites beaucoup depuis tout à l'heure. Oui, ça existe toujours. D'accord, on va sur, il y en a d'autres, mais... sur Monster. On met à jour son CV puisqu'au final, on a gagné une ligne en plus sur l'expérience. Donc c'est bien. On rajoute potentiellement des nouvelles technologies. Ça joue beaucoup. C'est surtout ça que regardent les recruteurs. C'est les technologies en premier et en deuxième, c'est l'expé. Les diplômes, ils s'attardent pas. Et effectivement, après, donc contrat mission chez M6 Boutique, avec débauche au bout. Et après, je suis parti de M6 Boutique. D'ailleurs, un petit parallèle, le rôle de LinkedIn pour les développeurs, pour la recherche d'emploi, pour la formation, le réseautage, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mesuré, toi, ou pas? Oui, alors c'est ça que je trouve un peu dommage sur LinkedIn. Comment dire, depuis que j'ai mon CV sur LinkedIn, j'ai toujours eu des propositions de boulot. Mais toujours. Pourtant, il y a un mode dans LinkedIn où on dit si on cherche du boulot ou pas. Il est pas activé. Moi, je suis pas activé à je cherche du boulot. Hein. Donc, je comprends pas déjà de base pourquoi on se fait quand même contacter. Solliciter. Voilà. Mais après, il y a deux types de contacts. Hein. Faut pas se lancer des fleurs. Hein. Sur les contacts, sur 80% des contacts que j'ai sur LinkedIn, sur des recruteurs, bon déjà c'est des SS2I, hein, faut pas se leurrer. Ou alors c'est des chasseurs de tête, mais donc chasseurs de tête pas pour vous. C'est parce qu'ils ont quelque chose peut-être pour vous mettre en relation. Donc pareil pour faire le pont. Hein. C'est pas pour vos beaux yeux qui vous contactent. Hein. Si vous contactent, c'est pas pour vous dire je te prends. C'est pour dire j'ai peut-être un client qui voudrait te prendre. C'est juste pour faire la marge sur la transaction, quoi. Ouais, je comprends. Et donc ça, c'est 80% de ce que vous avez comme contact. C'est vraiment des trucs un peu automatiques. Ils ont fait une recherche sur des mots-clés. Votre CV il est tombé dedans. Ils vous envoient à vous, mais dans la journée, vous allez être, je sais pas moi, 500 à avoir le même message. Oui, bonjour, je travaille pour telle société qui recherche un profil comme vous et tout. La majorité du temps, il y a des mots dans le descriptif de la discussion qui ont même pas rapport avec votre CV. Il a vraiment fait ça en mots-clés. Moi, j'ai déjà eu des trucs sur du Node.js, etc. Alors que je dois avoir un morceau sur mon CV de Node.js, mais c'est même pas ma compétence principale. Enfin bref, on voit bien que c'est n'importe quoi. C'est vraiment on fait un peu comme du mailing, quoi. Donc ça, c'est 80%. C'est juste du automatique et tout. Ça peut vous servir vous à avoir une opportunité et trouver du boulot. Hein. Je dis pas, hein, mais je veux dire, c'est pas ciblé. C'est pas parce qu'on est sur LinkedIn qu'on a pourtant énormément d'informations sur sa personne, donc qui pourrait avoir vraiment une recherche de qualité sur un profil. C'est pas ça. Il y a 80%, c'est de l'automatique. Et après, il y a 20%. Par contre, j'ai déjà eu des recruteurs qui me contactaient et vraiment au niveau des questions, c'était vraiment en rapport avec mon CV. Et même, on a même discuté des fois parce que je trouvais ça marrant. Il y en a qui font de l'humour dans les recherches. J'avais une blague sur un truc sur Kaamelott. Enfin, c'était une référence à Kaamelott et je trouvais ça marrant. J'ai répondu puisque ça m'a interpellé. Et après, on a discuté pendant un quart d'heure, quoi. Mais je cherchais pas de boulot de toute façon, donc j'ai pas donné suite à sa proposition de rencontre, mais je trouvais la démarche intéressante. Et c'est pour ça que je disais LinkedIn, ça peut être intéressant dans la deuxième partie en disant, comme on a toute sa vie exposée professionnelle, la personne qui vous contacte, elle a presque pas besoin de vous voir pour savoir si vous correspondez au profil. Ouais. Elle peut voir par rapport à votre XP ce que vous avez partagé comme post. On a plus d'informations que sur un simple CV un peu froid. Alors, c'est sûr que si on veut creuser la dynamique d'une personne, c'est beaucoup plus intéressant avec LinkedIn. Encore faut-il qu'elle soit utilisatrice, cette personne. Mais ok, écoute, Mika, je trouve que c'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Mais ce qui serait top, ce serait si les gens qui nous écoutent puissent nous dire s'ils ont trouvé ça intéressant ou pas. Et peut-être est-ce que ça leur a donné des pistes pour leur formation à eux. En tant que développeur, donc métier de développeur, vous avez compris, hein, peut-être en passion c'est une chose, mais là on parle vraiment de la notion de l'activité professionnelle de développeur. On reparlera peut-être de la passion du développement dans un autre épisode, notamment par où commencer. C'est un sujet pour lequel je crois vous êtes assez nombreux à attendre des réponses et on aura vraisemblablement des réponses à vous donner, mais je pense qu'on a fait un bon parcours. Est-ce que tu as un mot de la fin sur cette notion de formation, de recrutement, d'activité professionnelle autour du développement, Mika? Oui, je pense que si vous voulez vous lancer dans l'informatique,
dans le développement en général, mais même que ça soit de la modélisation, etc., faut vraiment le faire par passion. Parce que du lundi au vendredi, vous faites que du code. Enfin, vous faites que ça. Donc, faut vraiment en avoir envie. C'est pas juste dire, j'aime bien faire ça 1 heure le week-end, mais j'en ferai pas mon boulot. Faut vraiment avoir envie, quoi. Comme infirmière. C'est pas, j'aime bien soigner mon grand-père quand il s'est cassé la tronche et que je lui fais un pansement. Parce que j'aime bien mon grand-père. Voilà, exactement. C'est un métier. Faut juste vouloir en manger tous les jours, quoi. Et d'ailleurs, enfin, ça veut pas dire. Si jamais quelqu'un aime faire du développement le week-end, je pense que effectivement, ça vaut pas le coup d'en faire son métier. Parce que si jamais il pense qu'il en fera, il saturera en faire plus. Par contre, ça peut rester une activité de loisir. Je pense que c'est aussi là où on peut rentrer dans les détails. C'est que si jamais quelqu'un aime faire du développement, mais dit, je suis pas prêt à faire comme Mickaël l'a dit dans l'épisode de Tech Café, c'est-à-dire en manger toute la semaine, voire même le soir, parce qu'il faut que je m'auto-forme régulièrement. Ça peut être aussi une activité que vous faites par plaisir et ça peut tout à fait s'entendre. Après, effectivement, ce sera pas le même rôle que vous aurez au moins à court terme par rapport à une génération de revenus, mais c'est tout à fait quelque chose d'envisageable, je pense. Oui, mais Indeed, à la base, si vous faites du développement pour le perso, pour faire des sites web, pour faire des petits jeux, etc., allez-y. Tant que ça reste une passion et que vous plaisez dans ce que vous faites, allez-y. Au contraire. Le truc, c'est que j'ai du mal à penser qu'il puisse y avoir des cas où des personnes sont prêtes à en faire un vrai loisir, un vrai plaisir, qui font ça que le week-end, mais qui seraient rebutés à l'idée d'en faire toute la semaine. Je sais pas, à chaud, j'ai envie de dire que si on aime ça, on est prêt à en manger beaucoup. Mais peut-être que je me trompe, je suis peut-être biaisé par ma vision des choses, en tout cas. Ça dépend, en fait, parce que il faut bien se dire que c'est comme tout boulot, quoi. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes architecte, vous dites architecte, je dessine des maisons, je dessine des bâtiments, ça va être trop bien, je fais ça toute la journée. Si vous allez voir un architecte, il fait pas ça toute la journée. Il fait ça, mais pas toute la journée. Il y a des parties administratives, il y a des parties chiantes. En informatique, c'est pareil. Moi, sur un mois de travail, au boulot, il y a, je sais pas moi, la moitié du temps, je fais ce qui me plaît. Je vais bosser sur des projets qui sont intéressants, etc. Mais il y a la moitié du temps, je vais faire des trucs un peu rébarbatifs, du GitLab, du setup d'intégration continue, des trucs un peu rebutants, de la maintenance, l'intervention sur du code legacy, donc c'est du code historique qui est pas forcément codé très bien. Enfin bref, au quotidien, on fait pas ce qu'on veut. On va faire ce que la société a besoin que nous fassions. Ça fait partie du métier. C'est pour ça que je dis, il faut pouvoir en manger. Vous n'avez pas forcément travaillé sur le langage que vous voulez aussi. Parce que peut-être que vous avez appris un langage nouveau qui est à la mode et qui est super plaisant à faire. Oui, ça, vous allez peut-être en faire sur un projet, mais le reste de la semaine, vous êtes peut-être bossé sur des projets plus anciens, sur des technologies plus anciennes, et ça, faudra le faire aussi. C'est ça que je veux dire. Quelque part, disons que le métier de développeur ne fait pas exception dans l'immense majorité des univers professionnels. C'est que on fait pas toujours que ce qu'on veut dans son métier, et on peut être amené à faire des trucs un peu plus chiants aussi dans le développement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Mika, d'avoir préparé cette émission et d'avoir consacré du temps pour l'enregistrer avec moi. Tu peux peut-être rappeler aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais il y a des personnes qui ont des questions sur leur formation, sur leurs attentes en matière de développement. Si jamais ils se disent est-ce que c'est pour moi, pas pour moi, ou est-ce qu'ils veulent des conseils, est-ce qu'ils peuvent te contacter à titre individuel? Bien sûr. Mon Twitter, je pense que tu mettras sur les notes. C'est dupo _ donc le 8 org. Et après, sinon, vous pouvez me trouver sur le Discord de Tech Café, tout bêtement. Absolument, dont le lien figure aussi dans les notes de l'émission. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Moi, je suis ravi là maintenant d'avoir un petit environnement de production de contenu qui soit indépendant du reste de la vie de famille de ma maison. Et donc, je vais pouvoir me consacrer aussi à interagir plus étroitement avec vous sur le serveur Discord. Donc, allez-y. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Mika, pour avoir consacré encore une fois ce temps avec moi. J'espère que cet épisode vous aura intéressé ou vous aura appris des choses. Dites-le nous dans les commentaires, on compte sur vous aussi pour le partager, pour envisager éventuellement de soutenir Tech Café sur Patreon si vous pensez qu'il mérite un peu de rémunération. C'est sur patreon.com/techcafé, vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.